ce n'est pas si simple que ça que d'organiser quelque chose en ce moment. Donc nous avons voulu le faire parce qu'il nous semblait que c'était embêtant qu'un virus soit plus fort que l'intelligence et que la culture. Voilà. C'était un peu cette symbolique. Il y a plein de salons qui peuvent avoir lieu, mais le salon du livre d'histoire que nous avons créé il y a maintenant 5 ans, la première édition, c'était au lendemain du Bataclan. Là aussi, on s'était interrogé, est-ce qu'on devait le maintenir au lendemain de ce que nous avions vécu la veille? Nous avons considéré que oui, et que le meilleur défi à faire, c'était de ne pas renoncer et que de continuer à exister dans ce que nous sommes, c'est-à-dire notre capacité à réfléchir, notre capacité à apprendre, à essayer de comprendre, à débattre, à ne pas être d'accord. Et quel bonheur que de ne pas être d'accord, finalement, plutôt que d'être caporalisé, enrégimenté, momifié. Voilà, le débat. Et le Salon du livre d'histoire, c'est ça, c'est la culture, c'est des livres écrits, c'est une réflexion, une connaissance, des éclairages nouveaux, c'est l'actualité, c'est le débat, c'est la rencontre. Alors cette année, la rencontre, on garde ses distances, bien sûr, hein, mais tout en gardant quelques distances physiques, il y a surtout notre grande proximité, c'est-à-dire de partager une vision de la démocratie et de la République. Voilà. Donc Mohamed Sifawi, pour nous, c'est ce qu'on a choisi il y a quelques mois sur le thème du séparatisme dont le président de la République avait parlé, et on s'est dit que c'était un bon sujet d'ouverture. Et ben voilà, hein, comme quoi l'histoire, c'est utile. Et que les peuples sans mémoire sont toujours condamnés. Et que donc, par l'histoire, justement, le recul, eh bien, on peut peut-être mieux comprendre le présent, et à défaut d'avoir les perspectives d'avenir, en tout cas, les prises de conscience, ce sont celles qui permettent effectivement les résistances. Tant qu'un peuple n'a pas pris conscience d'un certain nombre de choses, il est condamné. Quand il a pris conscience, quel que soit le temps, il sera gagnant. Et ce qu'il faut, c'est bien sûr que la liberté, l'égalité, et malgré le virus, la fraternité, l'emporte. C'est le défi de ce salon tout particulier. Donc, c'est un grand honneur pour nous. Et ce n'est pas moi que vous applaudirez, c'est Mohamed Sifawi pour aussi son courage à continuer à parler, à s'exprimer, malgré toutes les menaces. Chapeau. Juste un petit point technique, je sais que vous avez envie de poser des questions, ce sera possible, mais sans le micro, hein, parce qu'on ne peut pas désaffecter le micro, chaque personne qui parle. Donc à ce moment-là, vous levez la main, vous levez, et vous essayez de parler le plus fort possible pour que les questions nous arrivent claires et nettes. Bon, Mohamed Sifawi, on va parler bien entendu de votre livre, Taqiya, comment les frères musulmans veulent infiltrer la France. Donc c'est l'islamisme tel qu'on le conçoit en général, c'est l'islamisme qui se répand, qui s'infiltre, qui gagne du terrain. Bon, on va quand même dire un mot sur l'actualité la plus récente et sur ce drame horrible qui est survenu dans l'école il y a de ça une semaine. Est-ce que vous, qui êtes quand même au courant de tout ça, qui suivez les dérives totalitaires, ça vous a malgré tout surpris ou vous avez dit que ça devait arriver? D'abord, je vous remercie de cette invitation, mais si vous me permettez, avant toute chose, et puisque ça fait une semaine que ce crime horrible a eu lieu, avec votre permission, monsieur le maire, je propose qu'on fasse une minute de silence. C'est la moindre des choses. La sonalité, parfois, est importante quand il s'agit de marquer une gravité. Et la gravité est importante au regard de ce que nous sommes en train de vivre depuis quelques années. Ce salon, d'une certaine façon, et évidemment, vous n'y êtes pour rien, a été lancé le lendemain de ce terrible attentat du 13 novembre, dont nous allons commémorer le 5e anniversaire
dans quelques jours. D'une certaine façon, il y a un signe. Il y a un signe, un salon d'histoire qui rencontre l'histoire récente, l'actualité. Et un salon d'histoire à travers lequel des auteurs, vous les croiserez, tentent d'expliquer justement le passé, ce qui nous permet souvent de mieux comprendre le présent que nous sommes en train de vivre. Alors, vraiment, si vous me permettez, et si cela ne vous dérange pas, on fait 1 minute de silence, et après je vous dirai ce que vous voulez. Je vous remercie. Je vais vous dire pourquoi c'est important pour quelqu'un qui ne rentre jamais dans un lieu de culte, sinon pour faire des enquêtes journalistiques, d'avoir ces petits moments de solennité pour qu'on ne déshumanise pas ce qui peut arriver à une époque où nous sommes tous derrière un écran, où nos enfants les plus jeunes sont derrière des jeux vidéo en train de tuer en jouant. Nous sommes en train de regarder des films où les gens se tuent. La vraie vie, aujourd'hui, la nôtre en tout cas, c'est celle-là. C'est des gens qui tuent au nom d'une idéologie. Je suis d'autant plus ému que je travaille sur ce sujet depuis 32 ans. Et rassurez-vous, je vais convoquer très vite la rationalité parce que je ne suis pas de ceux qui instrumentalisent l'émotion pour faire passer des messages. Mais je suis sincèrement ému parce que je travaille sur ce sujet depuis 32 ans maintenant, cette année. Ça ne me rajeunit pas. Et ça fait 20 ans qu'en France, j'essaye de tirer la sonnette d'alarme et de partager mes connaissances sur le sujet, des connaissances que j'ai accumulées au cours de cette carrière, en vivant une guerre civile en Algérie, en allant couvrir à cette reprise les événements en Afghanistan, en réalisant plusieurs enquêtes au Pakistan, en allant en Égypte, au Yémen, en sillonnant plusieurs villes et villages de pays maghrébins, mais aussi de pays africains, en allant dans les pays du Golfe, et en réalisant un certain nombre d'enquêtes en Europe et principalement en France. Ceux qui ont travaillé, et je ne suis pas le seul, tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet savent depuis longtemps que ce que nous vivons aujourd'hui était malheureusement prévisible parce qu'il y a une progression logique qui allait aboutir à ces crimes horribles auxquels nous sommes en train d'assister. En essayant de tirer la sonnette d'alarme, des gens comme moi ont souvent été accusés d'être des alarmistes, des hystériques, des gens excessifs, des gens qui voulaient faire peur à la société pour tirer un quelconque profit. En fait, j'en ai tiré aucun profit, ça m'en coûte, à tout point de vue. Et je continuerai, même si ça doit me coûter la vie. Et alors, je vais vous dire une chose. Là aussi, avec votre permission, monsieur le maire, parce que vous ne le savez pas, je vais provoquer un petit trouble à l'ordre public. Moi, ça fait des années qu'on me dit que la liberté d'expression est quelque chose de sacré en France. Et c'est pour ça que j'ai choisi la France. Donc je vais faire cette conférence avec cette une de Charlie Hebdo qui a coûté la vie à certains de mes amis. Et je voudrais que chaque citoyen dans ce pays se dise la chose suivante. Personne, aucune menace, aucune intimidation, d'où qu'elle vienne, ne peut nous faire renoncer à nos principes républicains et universels. Personne, aucune menace, aucune intimidation ne doit vous amener à renoncer au projet de société qui fait que ce pays soit devenu l'un des pays les plus formidables au monde, pays très prisé, d'où les gens pour lesquels, qui attirent des gens du monde entier, et ce depuis plusieurs années. Ne vous laissez pas impressionner, même s'il y a un prix lourd à payer, et il y aura probablement d'autres attentats. Mais je vous assure que notre
survie ne dépendra pas uniquement de l'action politique ou de l'action policière ou de l'action judiciaire, elle dépendra surtout de l'action citoyenne. Et de la capacité de la société à dire non à ce totalitarisme qu'on veut nous imposer et à la capacité de la société à déjouer les pièges et à ne pas croire que le tueur qui a assassiné Samuel Paty serait comparable à Mustapha Ourad, correcteur à Charlie Hebdo qui a été tué par les frères Kouachi. Ne pas penser que ces mêmes frères Kouachi seraient comparables à des dizaines de familles musulmanes qui ont laissé la vie sur l'esplanade, sur la promenade des Anglais, en 2016. Ne pas croire que Mohamed Merah serait comparable aux 3 premières victimes du Bataclan qui étaient toutes les 3, l'un d'origine égyptienne et les 2 autres d'origine maghrébine. Notre intelligence de républicain doit nous amener à vivre sur cette ligne de crête et à juger les gens sans les essentialiser et à ne pas penser que mes enfants et l'éducation que je leur ai donnée est quelque chose de comparable avec les enfants de ces barbares. Merci pour ce avant-propos. Vous avez répondu, cher Mohamed, à ma question. Ça ne vous a pas surpris? Ça ne m'a pas du tout surpris parce qu'il y a depuis plusieurs mois un bruissement dans les milieux djihadistes. Vous pouvez me poser la question légitimement, comment je le sais? Je les ai toujours suivis, c'est-à-dire le mérite que je peux avoir, c'est que depuis des années, je suis de manière obsessionnelle et j'enquête de façon quasi obsessionnelle sur les réseaux djihadistes, mais pas seulement sur les différentes strates de l'islam politique, c'est-à-dire à la fois les réseaux djihadistes et ceux qui sont sur l'action politique et idéologique. S'agissant de partisans de l'action djihadiste, j'ai enquêté sur le terrain à plusieurs reprises et depuis l'avènement du numérique, je me suis attelé à être présent sur tous les réseaux où ils sont, donc à travers des techniques d'aspiration de messages, etc. Bref, je vais vous passer quelques détails, à travers aussi quelques amis, quelques étudiants que je connais, les petits réseaux que j'ai moi-même constitués. Nous sommes discrètement, partout, en train de les traquer pour faire tout simplement un travail d'investigation journalistique. C'est pour ça que j'arrive régulièrement à ressortir quelques informations qui éclaire la réalité, enfin qui éclaire l'opinion publique sur la réalité que nous sommes en train de vivre. Depuis maintenant quelques mois, il y a une tonalité qui a changé. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant des années, les États-Unis d'Amérique étaient considérés comme la cible numéro 1 des réseaux djihadistes. Et là, c'est la France qui occupe désormais cette place inquiétante. Mais je vous expliquerai pourquoi. Et c'est là où je ne suis pas, encore une fois, je tiens à le dire, parce que je connais la nature des débats en France. Dès que vous dites quelque chose, on vous dit oui, mais peut-être qu'il est... Je ne suis pas proche de la Macronie, je ne suis pas militant je ne suis pas militant de La République En Marche et je ne suis pas un ami du président de la République, que j'ai d'ailleurs critiqué sur la gestion de ces questions-là jusqu'au discours du 2 octobre dernier, que j'ai trouvé très volontariste et assez intéressant parce qu'il a commencé à mettre des mots. Parce qu'en vérité, j'entends, moi, dans des discussions, et pardon, je ne veux pas être non plus faire dans le pédantisme, mais un peu dans les discussions de certains plateaux télé, de certaines déclarations politiques, etc., une phrase qu'on retrouve d'ailleurs, y compris dans les bars PMU, nos dirigeants ne font rien. En fait, ce n'est pas vrai. Je suis dans le regret de vous dire que la France est l'un des pays européens qui fait le plus en matière de lutte contre l'islam politique. Si vous devez comparer avec les pays anglo-saxons qui ne sont guère gênés par le communautarisme et qui ne connaissent absolument rien à la laïcité à la française, en matière de lutte antiterroriste, depuis 1985, la France a mis en place un dispositif et un arsenal juridique des plus répressifs qui permet
d'anticiper les actions terroristes et notamment dans le cadre de l'association de malfaitants en relation avec une entreprise terroriste. Ça nous a permis d'éviter, croyez-le, un certain nombre d'attentats et beaucoup plus que ceux qui se sont produits. On a beaucoup fait aussi en matière de défense de la laïcité, loi contre les signes religieux à l'école en 2004, la burqa, etc. Donc des gouvernements de droite et de gauche ont fait des choses. On a projeté l'armée française au Mali pour fixer justement des terroristes sur place, pour qu'il n'y ait pas de base arrière qui soit implantée et qui aurait permis de lancer des opérations un peu partout, d'abord dans des pays où la France a des intérêts, mais aussi évidemment dans des pays européens. On a aussi participé à des... on dirait un membre du gouvernement du coup qui parle. On a participé aussi à la guerre en Syrie et en Irak. Et la France a participé... Non mais je parle de différents gouvernements, vous l'aurez compris. C'est un panorama qui vient des années 80, donc de François Mitterrand, contraint et forcé, jusqu'à l'actuel président Emmanuel Macron. Donc les gouvernements ont fait. On peut dire qu'ils n'ont pas fait assez. On peut dire qu'on doit faire plus. On peut dire beaucoup de choses, et j'y reviendrai, mais on ne peut pas dire, parce que c'est faux, que la France n'a rien fait. La France est le pays occidental qui a le plus fait dans la lutte contre l'islam politique et contre le terrorisme. En sauvegardant quelque chose d'essentiel, mais qui ne semble pas aujourd'hui aussi très importante aux yeux de certains, en sauvegardant l'état de droit et le modèle républicain. C'est-à-dire que c'est tellement facile de sortir de l'état de droit et de montrer certains muscles et de dire « vous allez voir ce que vous allez voir ». Oui, enfin, c'est pour ça que je vous dis la ligne de crête. La ligne de crête, quand on est capable de la maintenir et de la respecter, c'est qu'on est démocrate. Et de ce point de vue, moi, je suis fier d'appartenir à cette grande démocratie française qui s'est réprimée, mais qui sait aussi ne pas faire n'importe quoi. Donc, je le savais parce qu'il y avait ce bruissement depuis un certain nombre de mois. Il y avait ces attaques de diabolisation, etc. Et un petit mot. Ce qui s'est passé la semaine dernière à Conflans-Sainte-Honorine, ce qui a coûté la vie à ce pauvre malheureux de Samuel Paty, c'est une illustration de ce qui se passe depuis des années en vérité. Sauf que dans l'espace-temps, les choses se sont déroulées très vite. Il y a une campagne de diabolisation qui a commencé contre lui le 5 octobre. Il a été assassiné le 16 octobre, 11 jours plus tard. Charlie Hebdo, il y a une campagne de diabolisation qui a commencé contre ce journal le 8 février 2006 et quasiment 9 ans plus tard, ou 10 ans, presque 10 ans, mais en tout cas 9 ans plus tard, les criminels sont passés à l'acte. Mais quand vous regardez tous ces processus, il y a une logique. Il y a d'abord une campagne de diabolisation qui vise à isoler et à noircir et qui permet à des terroristes de rationaliser leur haine. C'est-à-dire de rentrer dans une logique où ils feraient croire qu'ils seraient quasiment en légitime défense et qu'ils ne seraient plus les agresseurs, puisqu'on les aurait agressés en sortant cette caricature. Et ce processus est très important, et c'est de ce point de vue-là que j'ai essayé de faire de la pédagogie pour dire qu'il faut absolument enrayer le processus. Quand vous voyez qu'il y a une campagne de diabolisation contre quelqu'un, quand vous voyez que le débat démocratique, on cherche à l'atrophier à travers l'accusation totalement farfelue d'islamophobie qui ne veut absolument rien dire par ailleurs, ni sur le plan juridique, ni sur le plan, je dirais, sémantique, il faut absolument stopper ça. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont désignés comme des islamophobes, quelle que soit leur coloration politique, sont désignés comme cibles à des tueurs fanatisés. Voilà pourquoi je n'ai pas été, je dirais, surpris ni par cet attentat, ni par celui qui l'a précédé quelques semaines plus tôt et qui a visé, je rappelle quand même, des locaux. Pas des locaux, des travailleurs, des personnes qui travaillaient à proximité des anciens locaux de Charlie Hebdo et qui appartenaient à une société de production, qui étaient des techniciens de montage, notamment, dans une société de production et qui
un jeune homme et une jeune femme qui ont été sauvagement attaqués et qui gardent aujourd'hui des blessures assez importantes, aussi bien physiques que psychologiques. Donc, il y a malheureusement, et nous devons de ce point de vue-là, sans rentrer dans une sorte d'angoisse généralisée, il y a une menace évidente qui pèse sur nos têtes et qui va durer encore. Notre rôle aujourd'hui, c'est là aussi sortir, pardonnez-moi, je vais être un peu outrancier, de cette attitude auto-infantilisante qui nous amène à dire il faut que l'État se débrouille de tout, on ne s'occupe de rien. On est là, citoyen passif. Non, je puis vous assurer que la guerre contre le terrorisme islamiste se gagne par la mobilisation de la société face à des gens qui cherchent à nous terrifier. Et c'est pour ça, si je fais ce geste, je ne sais pas ce que les gens diront, je m'en fous. Ce n'est pas pour provoquer, je ne suis pas un provocateur, je ne suis pas un homme de théâtre. Je ne suis pas un clown. Je suis là juste pour réaffirmer des principes et pour essayer de partager une modeste expérience qui m'a amené sur le terrain et qui m'amène aujourd'hui, qui me met dans une situation où je suis en mesure de vous donner des éléments factuels, objectifs, qui vous permettraient d'analyser la situation et de comprendre par vous-même face à quoi nous sommes aujourd'hui. Et cette compréhension, c'est le propre, en vérité, d'une démocratie. Le rôle du journaliste, c'est de donner un maximum d'informations pour que le citoyen bien informé puisse à la fois exiger de ses représentants, les choisir en fonction des enjeux et aussi se muer dans la société, se mouvoir dans la société, de façon à répéter inlassablement un certain nombre de principes. Sur ce point, je terminerai par la chose suivante. Les grandes démocraties, et la France en fait partie, ont été désarmées intellectuellement parce que, notamment au lendemain de la fin de la guerre froide, on avait l'impression qu'il n'y avait plus d'ennemis. Par conséquent, il fallait juste, et c'est très bien, je suis partisan des loisirs et je suis plutôt un bon vivant, ceux qui me connaissent vous le diront, je ne travaille pas que sur l'islamisme, je mange, je bois, je voyage, je m'amuse, je rigole, je danse, voilà, etc., etc. Je fais toutes les belles choses de la vie que vous aimez aussi. Mais nous avons oublié un certain nombre de choses. Nous avons oublié, y compris à bien définir la laïcité, à bien définir ce qu'est l'état de droit, à bien définir la démocratie. Parce qu'on a posé toutes ces valeurs comme ça, vous savez, comme les bibelots dans des vieilles maisons de grands-pères et de grands-mères. J'ai rien contre les grands-pères et les grands-mères, je les adore. C'est généralement des gens qui transmettent des valeurs, etc. Mais ils ont toujours comme ça des bibelots dont ils ont eux-mêmes oublié parfois l'existence et qui sont là, posés. Et en France, à un moment donné, il y a une poussière qui s'est posée comme ça sur des principes essentiels. L'égalité homme-femme, la liberté de conscience, la liberté d'expression, la laïcité, etc. Eh bien, ces principes qui sont merveilleux, la France, c'est une vieille nation, avec une vieille histoire, avec un vieux projet de société qui a été construit au gré parfois de batailles, mais qui a été, je dirais, validé notamment par la Révolution française et par tout ce qui s'est passé par la suite. Eh bien, tous ces principes qui ont été érigés sont formidables et c'est ce qui nous permet de vivre librement, de façon épanouie, avoir une école de qualité, un système de santé. Tout ça est perfectible, je n'idéalise rien, mais je compare. Je n'idéalise pas, je compare. Voilà. Bien, vous avez évoqué dans le début de votre intervention le dernier discours du président de la République, avec des termes forts. Pour une fois, les choses ont été, semble-t-il, nommées. Mais est-ce que, à votre avis, séparatisme est le bon mot? Est-ce que le projet islamiste en France est un projet séparatiste ou c'est un projet d'islamisation de l'ensemble de la société? Alors, c'est une vraie question parce qu'effectivement, il y a des gens qui se posent la question de bonne foi. Moi, je vais vous dire, je n'ai absolument rien trouvé dans les textes islamiques, ni islamistes, sinon chez quelques farfelus qui ne sont pas véritablement
les personnes les plus significatives des textes qui disent « nous allons islamiser la France ». Alors, la provocation, oui. Encore une fois, des organisations terroristes, bien sûr. Mais ils disent aussi que nous allons dominer le monde. Ils disent aussi que toute la planète sera islamisée. La question, si vous voulez, de l'islamisation de la planète, ce n'est pas un projet de société. Pour eux, ce n'est pas un projet politique, c'est un idéal. C'est un idéal mystique, presque, et mythique. Alors, on va islamiser l'ensemble de la planète, comme ça on va aller tous au paradis. Mais en vérité, le projet politique, pour eux, en France et en Europe, c'est la prise du pouvoir dans les communautés musulmanes, qu'ils cherchent, à uniformiser et à contrôler. Ils donnent évidemment cette impression de vouloir islamiser parce que les territoires ghettos qu'ils occupent et sur lesquels ils ont la main sont effectivement régis par des normatifs totalement islamistes. Et on a l'impression que ces territoires, à juste titre, d'abord que nous ne sommes plus en France, il faut le dire, c'est la réalité. Quand on rentre dans certains territoires, il s'agit de territoires, encore une fois, et on voit aussi qu'ils appliquent une pression sociale, y compris sur leurs propres coreligionnaires, afin d'imposer, encore une fois, un certain nombre de normatifs, le voile pour la femme, proposer les écoles alternatives, les écoles coraniques, où ils endoctrinent, proposer, y compris aujourd'hui, une médecine alternative qu'ils appellent médecine prophétique, qui est basée sur la saignée, l'exorcisme, etc., et toutes ces joyeusetés très modernes, évidemment. Bref, contre le Covid-19, contre la Covid-19, évidemment, et un peu de miel et du gingembre et ça ira mieux. Enfin, ils vous trouvent tout ce que... et je vous passe évidemment le pire parce que peu de gens savent que l'urine de chamelle guérit et qu'elle est vendue à Barbès à 10 € la bouteille. Bon. C'est pas comique, enfin, c'est pas une blague. C'est comique, c'est pas une blague, mais c'est vrai. Dans leur médecine à eux, y compris l'urine de chamelle, il paraît qu'elle fait des miracles pour notamment toutes les maladies, tout ce que l'oncologie n'a pas réussi à, tout ce que les services d'oncologie n'ont pas réussi à gérer, l'urine de chamelle peut parfois faire des miracles. Non, mais vous imaginez que ça se passe en France en 2020. Alors, je vais répondre à la question de façon directe. Non, ils ne cherchent pas à islamiser la France, ils cherchent pire que ça. Ils cherchent à détruire un modèle qu'ils exècrent. C'est-à-dire que tous, c'est pour ça que la France est en pôle position au niveau des pays menacés, parce qu'en vérité, la France représente tout ce qu'ils détestent, et tous les antidotes qu'il y a, qu'on peut créer, qu'on peut insuffler dans les sociétés contre l'islam politique, sont contenus dans le projet de société de la République. Le système égalitaire, au-delà des croyances, la liberté de conscience, la liberté tout court. La liberté de conscience, c'est la plus importante parce que c'est la plus intime. On peut avoir une religion, ne pas en avoir, on peut en changer, on peut changer d'avis et revenir à la précédente, ça ne regarde personne. Bon. La liberté d'expression, d'opinion, tant que cela rentre dans le cadre de la loi, qui, elle, fixe les limites, et elle seule, il y a des usages et, disons, des élégances qui aussi gèrent aussi un certain nombre de comportements interpersonnels. Quand on dit bonjour à quelqu'un, c'est écrit dans aucune loi, mais c'est géré par des codes normatifs dans une société civilisée qui va évidemment créer elle-même ses propres codes. Et donc, eux sont contre, y compris ses propres codes. Et ils ont introduit dans la sémantique et posé sur la langue, y compris des mots propres à eux, pour qu'il y ait ce séparatisme. Et de ce point de vue-là, le président a raison. C'est-à-dire que le type qui vient travailler avec vous dans la même entreprise, alors que vous lui dites bonjour, il vous dit salam, il faut bien savoir ce que ça représente. Quand vous lui dites on se voit demain, il rajoute Inch'Allah, ça veut dire qu'il est en train de poser dans la langue des mots qui sont ses référentiels et qui ne sont pas ceux de la République. Ça veut dire qu'il ne veut plus faire nation avec vous. Ça veut dire qu'il refuse de considérer que lui et vous, c'est pareil.
Et d'ailleurs, dans cette même sémantique, sont rentrés dans le vocabulaire de beaucoup qui viennent et qui disent wesh, wesh, etc. Passeport français, carte d'identité française, il n'y a aucun problème, mais il vous dira à la fin, nous et vous. Alors nous, mais nous, c'est qui? Ben, nous, les musulmans. Et eux, les Français. Mais monsieur, vous êtes français? Oui, enfin, je suis français, mais je ne suis pas un vrai français. Donc, ils ne se considèrent pas... Alors, je ne vais pas faire ni de la psychologie ni de la sociologie, parce que c'est encore un autre débat, et je ne veux pas donner non plus une réponse qui essentialise tout le monde, parce que chacun a son parcours, ses traumatismes, ses failles, son éducation, etc. Et il est important de comprendre qu'il y a... Moi, j'étais au départ, évidemment, contre la question du séparatisme, parce que la question du séparatisme est dans quelque chose de beaucoup plus profond, c'est le communautarisme. Et je pense que le président de la République n'a pas su définir véritablement ce qu'est le communautarisme, et il l'a amalgamé avec la communauté. Et je l'ai dit dans une chaîne qu'on a lancée récemment qui s'appelle Islamoscope, dans laquelle je fais des vidéos pour essayer de décrypter un certain nombre de choses. La communauté, en gros, les communautés peuvent exister. Il y a des communautés professionnelles, des communautés nationales. Il y a en France la communauté arménienne, la communauté juive, la communauté musulmane, la communauté italienne, même s'il y a une communauté espagnole, portugaise, il y a une communauté pieds noirs, il y a des communautés, mais il n'y a pas de problème quand il y a des communautés. En fait, il y a des communautés, des gens qui se connaissent, qui ont une histoire commune. On ne va pas dire à quelqu'un qui est pied noir, qui a quitté l'Algérie en 62, que lorsqu'il rencontre un autre pied noir qui a quitté l'Algérie en 62, ils ne vont pas manger un couscous quelque part ensemble chez un maghrébin, enfin, ou dans un restaurant cachère, ou j'en sais rien. Enfin, ce n'est pas un problème. Quand un maghrébin rencontre un autre maghrébin, qu'il discute de quelque chose, ce n'est pas un problème. Le problème commence lorsque des gens se réunissent autour d'affinités ethno-religieuses et qu'ils créent des normes spécifiques qu'ils veulent non seulement imposer, mais supplanter aux lois de la République. Et si, en plus, ces gens se retrouvent dans une situation où ils créent, où on les laisse créer des ghettos ethno-religieux qui deviennent leur petit territoire, d'une certaine façon, ces territoires-là, d'où la puissance publique s'est désengagée progressivement, parce que les gens n'ont pas voulu se casser la tête, et parce que des élus locaux, monsieur le maire, vous le savez, ont parfois clientélisé certaines populations par facilité, et d'ailleurs de droite ou de gauche, hein, et du centre. Alors, là, pour le coup, à des degrés divers, mais c'est un peu tout le monde. Hein. J'ai connu, pour la petite histoire, un ancien, d'ailleurs c'était un ancien flic, il m'a dit, mais il a fait quelques émissions avec moi, il m'a dit attention, vous allez voir, quand nous on prendra le pouvoir dans les communes, vous allez voir ce que vous allez voir. En fait, j'ai appris quelques temps plus tard qu'il a été élu grâce à l'association islamiste qui avait fait élire son concurrent de gauche au cours du mandat précédent, mais qui n'était pas très content de son concurrent de gauche, donc il lui a apporté son soutien, et voilà, il a dealé avec eux. Et ce monsieur, qui est par ailleurs très sympathique et dont je ne doute pas de l'attachement républicain, la première décision qu'il prend, c'est qu'il avait nommé une directrice de la politique de la ville, qui était elle-même d'origine maghrébine, mais c'est un détail, mais je vous le dis quand même, parce que c'est bien parfois de savoir d'où les gens s'expriment, et elle fait un tweet en fustigeant le voile islamiste. Et l'association islamiste du coin vient voir monsieur le maire, il dit monsieur le maire, votre collaboratrice a fait un tweet sur son temps personnel contre le voile, et bien il l'a viré. Voilà, bon, pas citer son nom, on s'en fout, ceux qui connaissent un petit peu la réalité de tout ça, voilà, ils vont deviner, mais la réalité est là, et ce sont des réalités qui se sont je dirais, multipliées. De ce point de vue-là, je dis ça pourquoi ? Parce que là aussi, la facilité voudrait dire ouh là là, on a des envahisseurs méchants qui sont en train de nous bouffer notre pays. Nous, on est pour rien et eux, là, toute la responsabilité elle est pour eux. Non, non, non. L'histoire, ce n'est pas ce qu'elle raconte. L'histoire raconte que les gouvernements successifs ont fait, sinon des erreurs, des compromissions, parfois avec les milieux islamistes, soit par facilité, soit par calcul cynique. Et tout ça a fait qu'on a créé les conditions aussi
qui ont permis l'implantation de l'islam politique en France. Je peux assez rapidement revenir dessus. Première erreur qui a été faite par le premier gouvernement, c'était sous Mitterrand, quand il permet à des étrangers de constituer des associations en France. Et les premiers à s'être engagés dans la création d'associations, c'était des islamistes proches des frères musulmans, qui ont 2 ans plus tard, enfin une année plus tard, puisque ça a commencé en 82, dès 1983, créé la fameuse UOIF, Union des organisations islamiques de France, qui est l'émanation de la pensée des frères musulmans sur le territoire français et qui n'a eu de cesse de nous pourrir la vie, passez-moi l'expression, dans ce pays depuis 1983. Et par la suite, un certain nombre d'événements. Donc il y a, évidemment, je ne dis pas que Mitterrand l'a fait exprès, ça partait là aussi probablement d'une très bonne intention, probablement qu'il voulait aussi construire un peu son socle électoral en faisant plaisir, en disant peut-être que ceux-là demain vont devenir français et ils vont voter pour moi. Enfin, mais ça, c'est pas, à la limite, c'est pas grave, le jeu, le calcul, etc. Mais le plus important, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, notamment à partir du début des années 90, on a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On a vu, on pouvait voir, parce qu'il y a des intelligences dans ce pays, surtout dans l'administration. On a vu, par exemple, qu'un pays comme l'Algérie basculait. Et on a vu que des islamistes, sous la répression, partaient et cherchaient à partir où? En Europe, et venaient parfois en France, et s'installaient en France, et en Grande-Bretagne, et en Belgique, et en Allemagne, et en Suisse. Et ça, c'est une réalité. Et il a fallu, c'est l'histoire, puisqu'on est au Salon de l'Histoire, il faut rappeler quand même l'histoire, il a fallu l'avènement de la droite, Charles Pasqua, 1993, première opération antiterroriste contre les réseaux et la base arrière du GIA en France, l'opération Chrysanthème, 83 arrestations. Ce qui a permis de donner un grand coup de fourmilière, rendant à César ce qui appartient à César. Ça a été la première grande opération contre, évidemment, l'islamisme sunnite. Contre l'islamisme chiite, on avait déjà commencé à lancer des opérations dès le milieu des années 80. Mais ce n'était pas suffisant. Et ensuite, on est rentré dans une séquence aussi différente, c'est qu'à partir de l'année 1985, quand la France a érigé ce fameux dispositif dont je vous ai parlé, le cadre qui a permis de démanteler un certain nombre de réseaux et d'éviter un certain nombre d'attentats, l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, 85-86, à l'issue des attentats commandités par l'Iran chiite de Khomeini, qui avait utilisé un certain nombre d'agents en France, déjà, et ben c'est, cette doctrine, la France a créé une véritable doctrine antiterroriste, progressivement. Et la bascule ne s'est pas faite au moment voulu, parce qu'à un moment voulu, il fallait créer une doctrine anti-islamiste. C'est-à-dire qu'il fallait comprendre que ce danger terroriste était, quelque part, la partie immergée de l'iceberg, et qu'il y avait derrière, en dessous, une matrice idéologique extrêmement puissante qu'il fallait combattre. Et cette matrice idéologique n'a pas été combattue. On l'a délaissée. On n'a pas su construire une véritable matrice idéologique contre l'islam politique. Donc, les mots, j'ai quelques réserves, je l'ai exprimé, etc. Je les ai exprimés. Mais pour moi, parce que je ne suis pas un homme politique, et je ne suis pas surtout de ceux qui aiment bien s'adonner à ce jeu qui est très prisé dans la société française, où quand les hommes politiques ou les femmes politiques, quand les femmes ou les hommes politiques ne font pas, y compris un maire, quand il ne fait pas, on dit « Ah, pourquoi vous n'avez pas fait? Pourquoi vous ne faites pas ?» Et quand il fait, on lui dit « Oui, mais avant, vous n'avez pas fait. » À un moment donné, bon, les gens, quand ils ne font pas, on les critique. Mais quand ils font, il faut dire « Très bien, continuez et on va vous soutenir. » Pour moi, le 2 octobre, ça a été un discours fondateur. Pourquoi? Parce que c'était un discours, à la marge, il y a à mon avis quelques imperfections, mais globalement, sa tonalité, sa volonté, les mots ont été posés. Les mots islam, islamisme, fanatisme, salafisme, il y a un chaîne arabe qui les a comptés, je crois qu'ils ont été prononcés plus de 70 fois. C'est très important quand on sait que beaucoup de ses prédécesseurs n'osaient même pas dire terrorisme islamiste, il y a de cela quelques années.
François Hollande, je me rappelle, avait beaucoup de mal. Manuel Valls le disait spontanément, François Hollande a eu du mal au début. Bon, après, il s'est rattrapé. Avant, également, même Nicolas Sarkozy, qui est connu pour être quand même, disons, pas très langue de bois, il ménageait. Je l'avais beaucoup critiqué quand il a décidé de faire rentrer l'UOIF au sein du Conseil français du culte musulman. Et là, c'est une incohérence que ce gouvernement doit réparer. Parce qu'on ne peut pas, pour une question de cohérence, lutter contre les acteurs du séparatisme et les considérer en même temps comme des partenaires. Même dans la logique du en même temps et de la ligne de crête. À un moment donné, votre ennemi n'est pas à la fois votre ennemi et votre allié. C'est soit votre ennemi, soit votre allié. Or, la pensée des frères musulmans, avec la pensée salafiste générée par l'Arabie saoudite, ne sont pas des alliés. Je parle l'Arabie saoudite peut être un allié dans la lutte antiterroriste, mais l'Arabie saoudite, il ne faut pas qu'on nous la raconte à l'envers, ne peut pas être un allié dans la lutte idéologique. L'Arabie saoudite a un intérêt aujourd'hui à lutter contre le terrorisme, contre le djihadisme. L'Arabie saoudite n'a aucun intérêt à lutter contre ce qui fonde et ce qui cimente son régime. Donc ce n'est pas notre allié pour ce coup. C'est un allié s'il doit nous acheter des trucs et on lui vendra, que bien lui fasse. Mais ce n'est pas notre allié dans la lutte idéologique contre l'islam politique. Est-ce que vous avez eu l'impression, après le drame épouvantable dont on a parlé à 2 ou 3 reprises, que sur les plateaux télé, les hommes politiques, même les journalistes, les chroniqueurs, vous avez dit ça y est, ils ont compris, vous avez dit bon, c'est l'émotion et dans 3 jours on va retourner dans le relativisme? Franchement, cette fois-ci, je trouve que c'est différent. D'ailleurs, j'ai refusé depuis une semaine, j'ai fait une émission, j'ai refusé toutes les émissions parce que je dis, bon, les gens parlent, pas la peine que j'y vais, puisque là, il y a une parole qui s'est libérée. Là où il faut rectifier, c'est que parfois, ça part un peu à l'hystérie. Entre nous, bon, il y a un peu d'Yaka Faucon, un peu, je vais vous dire que vous racontez que la pluie mouille et que le feu brûle, etc., etc. Bon. Le pire aussi dans ces situations, c'est que les gens qui ont été silencieux sur le sujet nous fassent une crise de courage subitement et qui commencent à vous dire poussez-vous, je vais régler le problème. Bon, tout ça, il faut aussi un peu le canaliser, mais c'est très bien que la parole se libère avec un ton républicain, c'est le plus important. Tout l'enjeu, c'est qu'on ne mélange pas un discours républicain anti-islamiste avec un discours xénophobe. Et c'est parfois les tentations. C'est-à-dire que je vois depuis quelques années en Europe un vent comme ça, voilà, comme ça, une tonalité, en disant, vous savez, par exemple, Geert Wilders aux Pays-Bas, une croisade anti-islam. Il y a une logique. Quand on est républicain et attaché au premier mot qui est sur le fronton de nos institutions, liberté, quand on est pour la liberté, on est pour sa traduction philosophique et politique. La liberté, c'est la liberté de conscience. Bon, les gens qui veulent être musulmans, je ne vais pas les empêcher d'être musulmans, au nom de quoi? Ce serait un État fasciste? Non. Alors il y a aussi d'autres idées, c'est qu'il y a des gens qui croient sincèrement qu'un jour il n'y aura plus de musulmans en France. On va dire oui, bon. Il y a aussi quelqu'un qui a pensé un jour qu'il n'y aurait plus de juifs dans son pays. Bon, je ne fais pas de parallèle, mais ces modes de pensée. Il y a aussi des musulmans qui croient il faut qu'il n'y ait plus de chrétiens au Moyen-Orient. Mais est-ce qu'on veut le ressembler? Est-ce que c'est pour nous une... Quand je dis ça, je dis ouais, mais attention, là-bas, ils sont en train de virer les chrétiens d'Orient. Oui, il faut lutter contre ça, il faut le condamner, mais est-ce qu'on doit le ressembler? C'est-à-dire que quand un terroriste décapite un enseignant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On doit décapiter le terroriste, on rétablir la peine de mort. J'entends cette musique. Ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas la mienne. Je suis de ceux plutôt qui encouragent le discours républicain au sens large, dans sa forme la plus ferme. C'est-à-dire que je crois, parce que ce pays est fort, parce que son histoire est extraordinaire, parce que ses ressources sont magnifiques, parce que ce pays ne doit pas douter en lui-même. Il n'y a que les pays qui doutent et qui ont peur qui vont sombrer dans un discours populiste. La vérité, c'est qu'on peut être très ferme sur les valeurs et qu'on puisse ces valeurs dans la République et dans la démocratie et dans l'État de droit et dans rien d'autre. Donc, qu'est-ce que j'ai entendu dans les différents commentaires?
J'ai entendu des choses très intelligentes. Il y a eu, heureusement, des digues qui ont été posées, etc. Mais il y a un peu, pardon, du n'importe quoi aussi. Et donc, il faut parfois rectifier à la marge. Le n'importe quoi, encore une fois, c'est qu'on a un combat idéologique à mener face à des gens qui prônent un totalitarisme et qui sont des extrémistes. Nous devons entretenir le fossé qui nous sépare. Nous sommes des démocrates, ce sont des extrémistes. Si nous devenons aussi extrémistes qu'eux, ou même un peu moins extrémistes qu'eux, et on va dire, nous, notre propos est extrémiste, mais nous, on ne tue pas, mais en vérité, on est juste deux extrémistes, les uns peut-être plus lâches ou plus modernes que d'autres. Où est la différence? Moi, je suis très attentif, et c'est pour ça que parfois les gens ne comprennent pas, à ce que la fermeté soit totale, mais que ce fossé avec l'islam politique et avec les partisans de l'islam politique soit entretenu. On n'est pas pareil. Donc on ne parle pas pareil. Et je l'ai dit, y compris dans des conférences, et ce n'est pas pour faire exprès, je suis menacé de mort. Moi, je n'accepterai pas à ce que si demain, je ne le souhaite pas pour moi, évidemment, quelqu'un venait à me décapiter ou à me loger une balle dans la tête, je ne voudrais pas que vous acceptiez qu'on puisse lui infliger la peine de mort. Je veux qu'il soit fermement condamné, et je le laisse presque comme testament, sait-on jamais. Je veux qu'il soit fermement condamné à perpétuité effective, mais jamais à la peine de mort. Jamais. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de gentil. Non, ce n'est pas parce que je suis un naïf. Je ne suis pas un naïf. Je ne suis pas un naïf. Ce n'est pas parce que je suis partisan du laxisme, je ne suis pas un partisan du laxisme. Il est important, à mes yeux, que lorsqu'on mène un combat d'idées et un combat idéologique, qu'on fixe, encore une fois, cette barrière qui doit nous opposer à ceux qui réclament le fascisme et le totalitarisme. Oui, on a bien compris. Mais vous êtes donc sensible à cette petite musique, comme vous dites souvent. On sent monter quand même un doute. Cet État républicain, cet État de droit, est-ce qu'il peut encore nous préserver face à ce terrorisme ou est-ce qu'il faudrait même provisoirement le limiter? On entend ça. Non, mais de toute façon, c'est vieux comme le monde. Quand les sociétés ont peur, elles ont besoin que leurs dirigeants virilisent, pardonnez-moi l'expression, leur discours, et y compris dans les actes, rognent un petit peu sur l'état de droit. Je vais quand même schématiser un petit peu pour qu'on comprenne tous de quoi il s'agit. Qu'est-ce que la démocratie? Je ne vais pas vous faire un cours sur l'histoire de la démocratie grecque, etc. Mais d'un point de vue, pour imager, d'un point de vue, je dirais, philosophique, la démocratie, c'est d'abord, au-delà des processus électoraux et du fait que les citoyens choisissent souverainement et librement leurs dirigeants, le corpus démocratique repose quand même sur quelque chose qui est extrêmement essentiel. C'est un pacte de confiance qui lie l'État à chaque citoyen. En gros, Monsieur le maire fait confiance à ses administrés, il leur met des poubelles, il leur met des lignes téléphoniques pour appeler des forces de sécurité. Si jamais vous voyez un voleur, vous appelez les forces de sécurité qui vont venir au nom de Monsieur le maire, qu'il soit police municipale ou gendarmerie, au nom de l'État, arrêter cette personne. Ce n'est pas parce que vous voyez un voleur que vous allez intervenir avec un couteau et le planter. Bon. Donc il y a un pacte de confiance. Le pacte de confiance, c'est qu'en gros, quand vous avez quelque chose à jeter, vous vous jetez dans une poubelle publique et le maire va mettre les mécanismes pour que ces poubelles soient vidées régulièrement avec des agents municipaux. Et donc, ça s'appelle le civisme, ça s'appelle la citoyenneté, ça s'appelle tout simplement l'exercice de son droit de citoyen, à la fois de se mouvoir dans un espace. Et plus, je dirais, le citoyen est civique, et civilisé, respectueux du droit, de la loi, des codes. Plus Monsieur le maire, qui est premier magistrat de la ville, ou l'État, va donner de la liberté aux gens. Puisque vous êtes des êtres responsables, etc., ben voilà, vous allez avoir le champ des libertés va s'étendre. Et toutes les démocraties modernes se sont construites de cette façon. Plus on va dans le nord, on voit le sens civique élevé, par exemple, des pays nordiques, dans les pays nordiques, les Scandinaves aujourd'hui, qui furent jadis les Vikings, pourtant,
parmi les plus barbares, mais bon, ça on en reparle, il y a discussion quand même. Enfin, c'était au 7e siècle. Mais je passe sur la boutade. Plus vous allez dans ces pays-là, vous avez un sens civique extrêmement élevé, le champ des libertés extrêmement étendu. Et à contrario, moins les gens sont civiques, moins les gens sont respectueux des lois, plus le champ des libertés se rétrécit. C'est-à-dire qu'on ne va pas préjuger de qui. Bon, moins les gens respectent la loi, plus il y a de présence policière, plus il y a des lois qui vont venir, je dirais, accentuer le contrôle, plus il y aura des caméras, etc. Parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Et bien, le terrorisme, si vous voulez, réduit nos champs des libertés, forcément. Après le 11 septembre, on a tous vu la mise en place dans les aéroports de ces je dirais, mesures de sûreté qui nous obligent à ouvrir nos sacs, à nous mettre quasiment à poil, passez-moi l'expression, enfin j'exagère à peine, mais à enlever la ceinture, parfois les chaussures, c'est agaçant, mais voilà. Il y a le terrorisme, on le comprend parce qu'on est des êtres responsables, on sait pourquoi. Si on nous avait infligé ça avant les attentats du 11 septembre, personne n'aurait compris. Donc, d'une certaine façon, qu'il y ait un tour de vis en expliquant aux gens, de façon raisonnée et raisonnable, que chaque chose a une raison, les gens généralement comprennent. Mais toute la responsabilité des dirigeants, c'est de garantir un certain équilibre. Nous n'avons pas à payer de notre liberté parce que d'autres sont venus nous menacer. C'est-à-dire que ça serait véritablement une double peine. C'est-à-dire non seulement on nous menace, mais en plus de ça, on devra subir un certain nombre de contraintes. Et en vérité, cet équilibre ne peut être garanti que si on maintient l'état de droit. Si on maintient l'état de droit. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Dans la loi, que ce soit la loi fondamentale ou que ce soit dans n'importe quelle loi, là aussi, je prends l'exemple à vue d'homme, comme dirait l'autre. Dans une ville de 15 000 habitants l'hiver et 50 000 habitants l'été, quand monsieur le maire fait une loi, elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde. S'il fait une loi, s'il y a un arrêté municipal, c'est pour tout le monde. S'il dit les voitures ne passeront pas tel jour, il y aura des véhicules très réglementés qui pourront passer. Mais voilà. Donc, il faut être très attentif à ne pas non plus réclamer tout et n'importe quoi comme loi, parce que parfois, en réclamant dans les discussions de bar PMU un certain nombre de lois, ces lois pourraient être d'abord inefficaces, de façon générale, mais pourraient aussi se retourner contre nous, c'est-à-dire être peut-être beaucoup plus préjudiciables pour les honnêtes citoyens que pour ceux qu'on veut combattre. Le plus important, c'est quand on subit la situation qu'on est en train de vivre. C'est de ne pas réagir sous le coup de l'émotion en disant « ouais, vous allez voir, on va tous les virer, etc. » Enfin, virer qui ? 5 millions de musulmans. Ah, je suis comptabilisé comme tel. Hein. Si vous voulez me virer, qu'est-ce que j'ai fait ? Pas quand même sympa. C'est pas bien. Et je me battrai, je ne vous laisserai pas faire. Mais ce ne serait pas bien. Et donc, ça serait facile aussi. On va tous... ouais, ok. Et généralement, c'est ceux qui font le moins. Parce que quand vous revenez à la réalité du droit français, etc., vous savez très bien que dans ce pays, et c'est très bien, quand une loi est mal rédigée, on a un conseil constitutionnel qui nous retoque la loi et qui vous dit retournez en classe, s'il vous plaît, et dites à vos juristes de se réveiller un peu plus tôt et de travailler un peu plus parce que votre loi est totalement mal foutue. Donc, il ne faut pas croire qu'on règle les choses d'un claquement de doigts et qu'il suffit de dire il n'y a qu'à quoi. Chacun a son idée de il y a qu'à quoi, de il y a quelque chose à faire. Bien sûr qu'il y a des choses à faire. Mais soyez convaincus d'une chose. Si on devait mettre de la raison dans tout ça, les erreurs successives, et admettons qu'on passe tout ça, comme disent les comptables, par pertes et profits exceptionnels. Hein, c'est des erreurs, c'est pas fait exprès, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas de chance. Il y a des dirigeants qui sont morts, il y en a, on ne va pas insulter non plus la mémoire des gens, c'est pas grave, c'est comme ça. L'histoire jugera les uns et les autres
quand les historiens se mettront à écrire cette période. Mais ce qui a été fait, ou mal fait pendant 30 ans, détrompez-vous. Sinon, on vous mentira l'homme politique qui vous dira « je vais vous régler ça en 6 mois ». La logique n'accepterait pas. La logique, la cohérence, les sciences humaines, les sciences politiques, le droit, le système législatif, notre démocratie, ne peuvent pas s'adapter à une logique de quelqu'un qui vous dira « dans 6 mois, je vous règle tout ». Parce que pour régler tout, déjà, il faut mettre un arsenal législatif adéquat. Pour mettre l'arsenal législatif adéquat dans la société française, il y a quand même des temps incompressibles. Même si on peut, pour certains dossiers gouvernés par décret, etc., ok, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais ça veut dire que progressivement, vous allez accepter de rompre avec notre beau système démocratique pour entrer dans autre chose. Cette autre chose, généralement, l'inconnu, il y a quelques aventuriers qui veulent y aller. Les pères de famille et mères de famille responsables, avant de s'engager dans quelque chose qui engagerait leurs enfants et leurs petits-enfants, réfléchissent généralement à 2 fois. Alors, en respectant notre système démocratique, qu'est-ce qu'on peut interdire? Qu'est-ce qu'on peut dissoudre? Ah, voilà. Donc, là, on va être opérationnel. J'aime bien ce genre de questions. Il n'y a pas de... Comment dire? D'abord, il n'y a pas de mystère. Et il n'y a pas de miracle. Voilà ce que je voulais dire. Il n'y a pas un miracle véritablement qui peut dire, bon, voilà, si on fait ça, ça va se régler. D'abord, la question, toujours mettre un préambule. Comment on va réduire? On ne va pas, du jour au lendemain, éradiquer et aseptiser la société. C'est-à-dire que le corps social étant infecté par une idéologie totalitaire, on ne peut pas aseptiser ça du jour au lendemain, en passant comme ça quelque chose, des petites lingettes, comme pour la Covid, et on dit, ça y est, tous les microbes sont passés. Non. Là, dans les sciences politiques et les sciences humaines, enfin les sciences sociales, et les sciences humaines, pardon, l'action est différente, mais il y a un objectif à rechercher qui, me semble-t-il, peut ramener des résultats assez vite. D'abord, l'objectif, parce qu'il faut qu'on mette l'objectif. L'objectif, c'est que, sachant que le risque 0 attentat ne peut être qu'un idéal, mais on ne pourra jamais le réaliser, on se dise, il faut qu'il y ait un attentat par an, admettons. C'est l'acceptable. Bon. Je parle d'abord du terrorisme, après je parle de l'islamisme. Pour commencer à arriver à cette logique, il faut identifier les foyers à la fois de recrutement, les foyers où sont en train de sévir les personnes qui pourraient passer à l'acte. Celles qui sont référencées sont de l'ordre de 8000 à peu près. Référencées. Je vais dire quelque chose qui n'engage que moi. Donc 8000, c'est le chiffre des services de renseignement, mais je vais dire quelque chose qui n'engage que moi. Il y a, à mon sens, à peu près 20 000 personnes qui sont dans la dynamique. Parce que le tueur, on l'a vu encore cette fois-ci, le tueur n'existe pas de lui-même. Il y a un écosystème. Et on ne peut pas s'attaquer uniquement aux aspirants djihadistes parce que ceux qui ne sont pas passés à l'acte, on ne peut pas deviner qui va passer à l'acte. Parfois, il y a des gens qui parlent beaucoup, qui ne font jamais rien. Il y a des gens qui sont totalement invisibles, c'est eux qui vont passer à l'acte. C'est-à-dire que si vous parlez avec les services de renseignement qui sont très, notamment ceux chez eux qui sont très spécialisés sur la question du djihadisme, ils les écoutent souvent, ils les suivent parfois sur des mois, des années, etc. Ils vous diront la chose suivante. C'est que souvent, dans les affaires qui sont passées jusque-là, on a vu que des gens en parlaient beaucoup. Hein. Tu verras, mon frère, un jour, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Et le type, ça fait 15 ans qu'il l'entend dire je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Entre-temps, il y a... Bon, c'est comme dans la vie, vous savez, il y en a ceux qui parlent le plus font le moins, généralement. Donc, ce n'est pas systématique, mais souvent. Et comme ce jeune assassin de Samuel Paty n'était pas connu. Rien, non pas parce que les services de renseignement n'étaient pas bons ou ne sont pas bons, c'est parce que tout simplement, il n'y avait absolument rien dans son comportement qui pouvait laisser penser qu'un jeune de 18 ans pouvait passer à l'acte de cette façon. Il n'y avait rien.
pour l'instant, il n'y a rien qui indique que les services de renseignement ont eu ne serait-ce un élément qui pourrait laisser penser que cet individu pourrait commettre un crime terroriste. Donc, il faut s'attaquer à tout l'écosystème. L'écosystème, il faut l'identifier géographiquement. Où est-ce qu'il se situe? Moi, la critique que je formule à l'égard du gouvernement, c'est de ne pas avoir mis en place, dans cette optique de lutte contre ce que le président appelle le séparatisme islamiste, une véritable politique de la ville, c'est-à-dire un grand ministère de la politique de la ville. Parce que l'une des premières choses à casser et à démanteler, littéralement, c'est les ghettos ethno-religieux. C'est là où ils recrutent, c'est là où ils endoctrinent, c'est là où ils façonnent un certain nombre de, d'idéologies mortifères. Ils façonnent les esprits et les rendent perméables à des idéologies mortifères. Quand on voit les derniers attentats, les plus voyants, je suis en train de suivre le procès des attentats de janvier 2015. Il y a une douzaine de voyous, parce que ce sont d'abord des voyous islamisés, endoctrinés pour la plupart en prison, qui fréquentaient Amédi Koulibaly. Quel est leur point commun? Ils habitent tous dans des ghettos ethno-religieux. 12. Je suis aussi un autre procès en assises actuellement, celui de Sid Ahmed Glam et de ses complices. Où est-ce qu'ils habitent? Ghetto ethno-religieux. Mera, où est-ce qu'il a grandi? Les Isards. Ghetto ethno-religieux. Où est-ce qu'il s'est épanoui adolescent? Le Mirail. Ghetto ethno-religieux. Les gens qui sont partis en Syrie à partir de cette région. Beaucoup habitaient l'Ariane et les cités de l'Ariane. Les frères Kouachi, où est-ce qu'ils ont évolué? Quartier, ghetto, ethno-religieux, même petit quartier, ghetto, ethno-religieux. À Paris, dans le 19e arrondissement, on a laissé s'ériger un immeuble de Maliens, pour vous dire les responsabilités qui se sont... On a laissé s'ériger non pas un immeuble d'Africains ou de gens d'origine africaine, vous l'avez bien entendu, de Maliens. C'est-à-dire on a considéré, et ça on ne peut pas dire que c'est la faute de ces personnes, on a considéré qu'un Malien, quand il venait du Mali pour vivre en France, il serait beaucoup plus heureux à côté d'un Malien. Je ne sais pas, je suis en train de chercher depuis des années pour essayer de trouver cette intelligence supérieure d'où elle s'est exprimée. Je dis, tiens, il y a un Malien, quand il vient en France, en fait, un Algérien aussi. Mohamed Sifawi, quand il est venu, il a quitté l'Algérie pour venir vivre en France avec des Algériens, bien évidemment. C'est connu. Je ne suis pas venu vivre avec des Français, je suis venu vivre avec des Algériens. Alors je me demande qu'est-ce que je fais là. Et ça, c'est l'administration qui longtemps a pensé ça et a laissé se créer ces petits ghettos. Quand vous laissez se créer ces petits ghettos qui se sont multipliés sur le territoire de la République, vous créez les conditions de la mise en place de normes étrangères que vont perpétuer sur le territoire de la République des personnes initialement étrangères dans l'intervalle devenues citoyens de la République et qui, en l'espace de plusieurs années, aucun dispositif n'a été mis en place pour faciliter leur absorption. Et vous l'aurez remarqué, je n'utilise ni intégration ni assimilation, chacun comprendra ce que je dirais, leur absorption à travers la citoyenneté dans la société française à laquelle ils appartiennent de fait, puisqu'ils sont des ressortissants de ce pays. Eh bien non. C'est-à-dire qu'on leur donne tout, les papiers, on leur donne le droit de vote, le passeport, il y a tout, les cartes d'identité, tout, mais sauf les valeurs. Il n'y a rien, personne qui a pensé qu'il faudrait peut-être enseigner les valeurs. On a dit que ces pauvres enseignants, et je le dis sans esprit péjoratif, livrés à eux-mêmes, vont faire le boulot de l'administration, nous intégrer, c'est-à-dire au lieu d'instruire l'enseignant et s'est retrouvé dans une situation, dans certains ghettos, où il doit instruire, éduquer, enseigner, appeler, faire le policier, apprendre la discipline, le civisme, la citoyenneté, etc., etc. Et
alors, je ne sais pas qui a eu cette idée merveilleuse. Et sous un slogan, l'école de la République intègre. Oui, enfin, l'école de la République, bien sûr, elle intègre, tant qu'on la met dans des conditions où elle peut intégrer. Quand un enseignant n'est plus capable, parce qu'il a peur pour sa vie, j'articule pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Il n'a pas compris, il n'a pas peur d'être insulté ou chahuté, il a peur pour sa vie. Ça fait des années que je rencontre des enseignants qui me disent « Nous avons peur pour notre intégrité physique. » Et on les a abandonnés. Le rapport Aubin que j'ai, M. Aubin, Jean-Pierre Aubin, un être formidable et un monsieur de grande qualité que j'ai interviewé il y a de cela quelques jours. Je fais pour ma chaîne islamoscope.tv des interviews très longues. La logique, c'est de vraiment laisser les gens s'exprimer. Je puis vous assurer qu'au bout d'une heure, je voulais encore passer une heure avec lui, tant ce qu'il me racontait, comme ancien inspecteur général de l'éducation nationale, me permettait de combler des méconnaissances que j'avais sur... Et je comprenais que la chose était encore plus grave que ce que j'avais moi-même rencontré et vu et constaté durant mes différentes investigations. Donc, encore une fois, l'une des mesures, c'est que l'administration et l'État puissent faire son introspection. Et pour pouvoir lutter contre l'islam politique, il faut déjà commencer à lutter contre la culture du pas de vague. La culture du pas de vague. Non, on ne s'attaque pas à ces gens-là parce que les gens, franchement, quand ils gèrent une carrière et que ce qui les intéresse, c'est prendre un point d'indice, ne sont pas faits pour la guerre. Voilà, je le dis franchement. Alors, ils peuvent aller après sur les réseaux sociaux, dire blablabla, blablabla, en 281, mais ils ne sont pas faits pour ils sont pas faits pour cette période. Voilà, je le dis calmement. Ils ne sont pas faits pour cette période. Ils devraient se taire, y compris sur les réseaux sociaux, parce qu'ils polluent l'atmosphère. Des gens qui, dans l'administration, aujourd'hui, ont peur de prendre des mesures qui ne visent à rien d'autre qu'à faire appliquer la loi dans sa compréhension la plus stricte. Alors, l'éducation nationale, les policiers, livrés à eux-mêmes dans certains quartiers, tant et si bien qu'ils ne pouvaient plus rentrer dans ces quartiers. Donc, véritablement, premier objectif, démantèlement des ghettos ethno-religieux. Deuxième chose, il faut avoir aucun tabou sur ça, et j'espère que Gérald Darmanin ira jusqu'au bout. Expulsion de tous les étrangers salafisés ou islamisés à la sauce frères musulmans, qui sont autant d'acteurs toxiques pour la société et qui se sont illustrés par des activités qui peuvent porter atteinte à l'intégrité de la société française. Et il faut juste que l'étude des dossiers obéisse de façon rigoureuse à des conditions strictes pour, encore une fois, rester dans l'état de droit et toujours dans l'esprit républicain. Troisièmement, il faut absolument qu'il y ait une mesure que l'État peut prendre demain. Et je le dis, parce que je l'ai dit, y compris à des responsables. Toutes les professions sont réglementées. Toutes, en France. Normalement, toutes. Sauf une, imam. Imam. Demain, j'ai 20 fidèles, je peux devenir imam. Il n'y a pas une carte professionnelle des imams qui serait délivrée. On a créé un Conseil français du culte musulman pour gérer et organiser le culte. Ils n'ont pas été capables de créer une carte nationale de la profession d'imam. Monsieur, vous êtes imam? Oui, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pourquoi vous êtes là? Je suis imam. Vous avez quelque chose qui le montre? Vous êtes avec 30 bonhommes en train de me mettre du trouble à l'ordre public. Vous dites que vous êtes imam. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes imam? Moi, je suis journaliste. Depuis 32 ans, journaliste professionnel. À chaque fois que je vais quelque part, il y a un policier qui dit « Monsieur, pourquoi vous voulez aller? Je suis journaliste. Vous avez une carte professionnelle ?» Eh bien, si je l'ai oublié, j'y vais pas. Je passe à la télé ou pas.
Il s'en fout, le type. Il ne me connaît d'ailleurs même pas. Mais monsieur, je suis journaliste, regardez, j'ai mon crayon, je suis bien habillé, j'ai ma cravate. Je n'ai pas le t-shirt Charlie Hebdo avec la caricature de Cabu. J'ai rien du tout, j'ai ma cravate, j'ai tout. Non, non, vous ne rentrez pas. Et ça, c'est le seul qui peut aller partout, imam. Mot magique, imam. Alors, imam, création d'une carte nationale et d'un conseil de l'ordre des imams qui permettrait de responsabiliser toute personne qui aurait cette carte et qui permettrait de réglementer cette profession, comme le sont beaucoup de professions. Monsieur, vous avez tenu un discours anti-républicain, vous rendez votre carte, vous n'êtes plus imam, vous n'avez plus le droit d'exercer nulle part. C'est facile, ça, non? Personne n'y a pensé, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, c'est facile. Et d'ailleurs, imam autoproclamé, on a maintenant un Tarakoubrou qui se dit, alors qu'il a passé toute sa vie chez les Frères musulmans, c'est la première fois, pour dire le niveau de supercherie de l'histoire. Après les imams autoproclamés, on a maintenant un grand imam autoproclamé. Je vais vous raconter une anecdote. Le titre de grand imam n'existe pas dans le monde sunnite. Il existe dans une seule institution religieuse, Al-Azhar. Alors voilà un monsieur qui a passé sa vie chez les Frères musulmans, qui est, je dirais, autodidacte, mais ça, c'est pas grave. Ça n'a jamais, au contraire, il a du mérite, il a fait l'effort de... Et qui s'est autoproclamé en un premier temps imam de Bordeaux, et là, depuis 2 ans, grand imam de Bordeaux. Grand imam. Alors, on pensait qu'avec les séfarades, en fait, c'est une culture maghrébine. Toujours, le grand imam est mieux que l'imam tout court. C'est pour être aussi comme le grand rabbin, très très grand. Voilà. Il faut être très très grand de quelque chose pour... Alors, le rabbinat, il a ses codes, il a ses... Oui, le grand rabbin existe, ok, très bien. Le grand imam n'existe pas. Donc pourquoi créer une attitude mimétique? Ça n'existe pas. Le grand imam, il existe dans une seule institution, encore une fois, c'est vérifiable, dans le monde sunnite, Al-Azhar, et il est élu par une assemblée de théologiens. Voilà, personne ne l'a élu. Il est reçu dans l'administration. Il est rentré dans une organisation qui s'appelle la MIF, avec quelqu'un qui était banquier à l'origine et qui aujourd'hui cherche à gérer le pèlerinage. Donc je dis tout ça parce qu'il faut réglementer aussi cette religion, l'islam, et elle ne doit plus être représentée par des irresponsables qui sont là soit par, je dirais, opportunisme, soit par, je dirais, calcul personnel pour un cheminement et une carrière. Ensuite, je terminerai juste sur ça. Il y a certaines associations, et elles sont nombreuses, et il faut que les pouvoirs publics comprennent ça, qu'on doit absolument dissoudre. Il y a 2 types d'associations. Il y a d'abord des associations type 1901 qui font du religieux qui doivent impérativement passer en 1905. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'associations type 1901 qui ont été créées pour cacher une action prosélyte. Et aujourd'hui, on a des associations islamistes sportives, on a des associations islamistes dites culturelles, on a des associations islamistes de femmes, on a des associations islamistes de droits de l'homme, Baraka City, droits de l'homme, CCIF, antiracistes, n'ont jamais défendu un homosexuel, jamais un juif, jamais une femme, racisme. Jamais un musulman non islamiste d'ailleurs, ni un maghrébin. Ce qui les intéresse, c'est l'instrumentalisation de ce concept foireux, de cet élément qui ne veut absolument rien dire, l'islamophobie. Donc ça intègre la bataille idéologique. Moi je suis, et je vous invite véritablement, et surtout, et peut-être aussi beaucoup, là, je vous invite à être très actifs sur les réseaux sociaux pour réclamer la dissolution de Baraka City et du CCIF, qui sont 2 acteurs toxiques qui font beaucoup de mal, et elles ne sont pas les seules. Mais ils vont être dissous, normalement. Non ? Mais encore une fois, ces associations vont être dissoutes, puisque j'ai la faiblesse de croire que lorsque un chef d'État parle, ou un Premier ministre parle, ou un ministre de l'Intérieur parle, il engage la parole de l'État. Bon. Sauf que Baraka City a pris les services d'un grand cabinet, celui de William Bourdon, qui est en train déjà de remuer le ciel et terre pour que la
la dissolution soit supprimée par un tribunal. Et je veux dire, ceux qui sont dans parfois l'administration, etc., monsieur le maire pourra vous le confirmer, j'en suis convaincu, puisque s'il arrive à gagner contre l'État, je ne fais pas de parallèle, ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas imam, ni islamiste, et j'ai beaucoup de sympathie pour vous. Mais si vous arrivez à casser une décision de l'État sur le masque, par exemple, c'est parce qu'on est dans un état de droit et que vous saisissez la justice. Et cette justice et cet état de droit que nous aimerons tant et que les islamistes détestent, ils savent néanmoins l'instrumentaliser pour le retourner contre nous. Et donc ils vont utiliser l'état de droit, ils vont utiliser le tribunal administratif, ils vont utiliser le Conseil constitutionnel, ils vont utiliser les médias, ils vont utiliser la propagande, ils vont utiliser la pression internationale, ils vont tout utiliser pour... Là, pour le coup, et c'est la citoyenneté qui doit nous animer. C'est plus une question de droite ou de gauche, pardonnez-moi, c'est une question d'unité nationale qui doit se vérifier. On a face à nous de vrais ennemis. Je vous assure que ce sont de vrais ennemis. Je terminerai juste à un point. Ce qui les relie, ce n'est pas toujours uniquement l'islamisme. C'est parfois et souvent davantage la haine de la France. Et je dis la haine de la France, pour ce qu'elle est comme histoire, pour ce qu'elle est philosophiquement. Ces gens-là ont une détestation profonde pour la France. Donc, il faut les considérer comme des ennemis idéologiques. Je ne suis pas des ennemis idéologiques. Des ennemis idéologiques, on leur lance une guerre idéologique. Oui, il faut réclamer la dissolution du CCIF sur les réseaux sociaux. Oui, il faut réclamer la dissolution de Baraka City sur les réseaux sociaux. Je terminerai juste sur un point. Donc, 1901, les faire passer en 1905 lorsqu'elles font les associations du cultuel, il y a d'autres associations qu'il faut dissoudre. Le système de l'Union des organisations islamiques de France, je vais vous le décrire très rapidement. La nébuleuse, comment ils l'ont créée? Ils ont demandé à chacun de leurs membres, je vous fais l'histoire rapidement, de créer non pas une association, mais une myriade d'associations. Et donc vous avez quelques activistes qui sont présidents de 3 associations, leur épouse sont présidentes de 2 associations, où eux se mettent en trésorier, etc. Et donc en fait, un couple peut avoir parfois 10 associations. Si ces 10 associations qui se multiplient comme ça par le nombre de militants quasiment, ça crée toute une architecture, un environnement, et cet environnement a permis de gonfler artificiellement l'Union des organisations islamiques de France, puisqu'ils vont vous dire, nous avons, je n'ai plus le chiffre, mais admettons 700 associations qui sont affiliées. Mais en vérité, ce sont 50 personnes qui sont à l'origine de ces 700. Je vous donne un exemple, ce n'est pas les chiffres exacts, mais pour que vous compreniez le système. Donc, en fait, ils ont créé un certain nombre d'associations écrans qui sont elles-mêmes créatrices d'autres fédérations, d'organisations, etc. Et ils ont multiplié les... Donc il y a un vrai travail. Il y a un vrai travail, je dirais, d'identification qui doit être fait par les préfectures sur toutes les associations qui ont été créées depuis 1980 à ce jour, voir d'abord les associations musulmanes qui n'ont pas d'activité, là où il y a des détournements d'objets. Par exemple, le CCIF, si vous voyez leurs statuts, eh ben, c'est des statuts qui ressemblent à ceux de la Ligue des droits de l'homme, à la LDH. Bon, on dirait, aujourd'hui, ça n'a plus vraiment une grande différence entre le CCIF et la LDH. Bon, ça, c'est les 10 secondes de méchanceté que je m'accorde, mais sérieusement, vous voyez dans leur statut, défense des droits de l'homme, défense de l'orphelin, des femmes, des enfants. À aucun moment le mot islamophobie n'est inscrit sur leur statut, curieusement. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune signification juridique, et pourtant c'est la dénomination. Mais quand c'est accessible, si vous allez voir les statuts du CCIF, vous allez être étonné. Donc, condamnation des génocides, prévention contre les génocides, des crimes de guerre, etc. On ne les a jamais vus prendre position contre Daesh dans le massacre qui a visé les Kurdes, les Yézidis, les chrétiens d'Orient. Jamais. Donc, à un moment donné,
on va peut-être interpeller ces gens sur la raison de leur existence. Bon, je ne vais pas, sur les moyens à mobiliser, il y a beaucoup de choses aussi, mais j'ai voulu prendre les 5-6, je dirais têtes de chapitres, il y en a encore une quinzaine, mais je ne vais pas les énoncer ici, qui pourraient permettre... On a bien compris qu'il y avait quand même des actions à entraîner oui. dans le cadre républicain, et vous faites confiance à la justice. J'ai la faiblesse de dire je fais confiance à la justice, je ne fais pas confiance à certains juges qui sont dans le dogmatisme, qui sont dans un dogmatisme et qui... non, attention, il ne faut pas... Si j'ai voulu être précis, c'est aussi, il faut que je sois précis sur tous les sujets. Ils sont minoritaires. On a dans ce pays, je dirais, dans certains secteurs, c'est le cas aussi de l'éducation nationale, la Ligue de l'enseignement, les syndicats d'étudiants et d'enseignants ont plutôt été des associations qui étaient beaucoup plus proches des islamistes que des démocrates. On va arrêter. Et dans le monde de la justice, c'est pareil. Dans le monde de la justice, vous avez des juges qui sont formidables, et je le dis vraiment, je pense, j'en connais un certain nombre, mais il y en a d'autres qui sont totalement militants, et qui sont militants, pour eux, le musulman, c'est le prolétaire. Mais le musulman, il le regarde avec un dédain extraordinaire, c'est-à-dire que le musulman, c'est du racisme, quand il est vu essentialisé, infantilisé, uniformisé dans sa pensée, et je dirais qu'on n'arrive pas à voir comme citoyen, mais comme un groupe homogène et monolithique qu'il faut protéger, les pauvres choux, parce qu'on a souffert. Moi, je veux qu'on me considère comme citoyen. C'est l'essence même de mon combat. Moi, je ne serai jamais l'ami de celui qui me verrait, et je m'appelle Mohamed, je ne changerai jamais de nom, je suis fier de mon appartenance, je suis fier de mon algérianité, j'adore la France, c'est un pays pour lequel je suis prêt à mourir, mais personne ne me fera renoncer à mon identité dans sa complexité et dans sa totalité, dans sa globalité. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, contrairement à beaucoup. Moi, mon identité, ce n'est pas comme ça un truc gluant, c'est des strates qui cohabitent pacifiquement et joyeusement entre eux. C'est-à-dire que je suis aussi bien à l'aise avec une bonne bouteille de pinard qu'avec un plat de couscous. Il n'y a aucun problème sur ces sujets-là. Et je pense que les gens qui ont besoin parfois sur les plateaux de télé de faire leur psychanalyse, je dis ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu où on fait une psychanalyse, même si on a des parcours différents, compliqués. Je dirais, voilà, c'est tout. Donc, on peut cohabiter avec ces strates. On peut être de naissance en Algérie, avoir été élevé dans une culture arabo-islamico, maghrébo, berbéro, tout ce qu'on veut de l'autre côté de la Méditerranée. On peut être très attaché à la Méditerranée, on peut aimer Alger comme on aime Nice ou Villeneuve-Loubet, on peut être terriblement français, profondément républicain, très attaché à l'Europe, très attaché à l'universel et à l'humain, etc., etc. Je veux dire, où est le problème avec tout ça? Et les gens qui considèrent, a fortiori dans la justice, parce que normalement dans la justice on a des gens intelligents qui font de la philosophie, du droit, de l'histoire, etc. C'est une faute inexcusable. Inexcusable. La culture de l'excuse, que ce soit en matière de sociologie ou autre, a complètement déstructuré une partie de la société française. La culture de l'excuse. Je me tourne vers les joyeux organisateurs. Est-ce qu'on a quelques instants pour des questions ou est-ce qu'on est pris par le temps? On a le temps. On a quelques... Oh, oui. Bon, mesdames, messieurs, si vous avez quelques questions à poser, c'est maintenant à forte voix. Monsieur. Oui. Oui. C'est la question de l'islamo-gauchisme dont on parle tant. Bien sûr. Elle est documentée, mais je ne vais pas faire un laïus de 2 heures dessus. Je vais vous dire juste, elle a commencé à la fin des années 70, avec un homme qui était un brillant intellectuel d'origine iranienne, Ahmed Shariati, qui était très proche de Jean-Paul Sartre, et qui a fait aimer
Khomeini à une partie de la gauche intellectuelle et politique française dès la fin des années 70. Les gens qui ont supporté Khomeini à la fin des années 70, c'était aussi grâce à une sorte de Tariq Ramadan avant l'heure, violeur en moins, ou violeur présumé en moins, en tout cas il n'a pas été accusé de ça, et qui avait séduit une partie de la gauche intellectuelle française, parisienne. Ensuite, il y a eu une deuxième séquence au cours des années 80, où on a vu évidemment, à travers cette culture de l'excuse, notamment dans les chaires de sociologie française, vraiment, là aussi, des fautes inexcusables qui seront un jour traitées par les historiens. Donc je ne vais pas polémiquer sur le sujet, parce que, en gros, moi je me rappelle d'une époque, déjà très tôt, quand j'ai commencé à écrire sur l'islamisme, donc je vous parle du milieu des années 90, quand on était quelques-uns à dénoncer l'islam politique en Algérie, le terrorisme du GIA, on nous accusait d'être des suppôts des généraux. Voilà. Et en fait, moi, je n'ai jamais été un suppôt des généraux. J'ai juste applaudi à l'arrêt du procès électoral parce que, tout simplement, mes modestes connaissances et formations en sciences politiques m'ont toujours appris à choisir entre deux, toujours le moins pire. Et en tout état de cause, entre un système totalitaire et un système autoritaire, ça découle de soi. Et donc, à l'époque déjà, les démocrates algériens étaient vilipendés par une partie de la gauche intellectuelle et politique qui considérait que c'était des gens peu respectables et qu'ils critiquaient ces vaillants combattants de la foi qu'étaient les islamistes. La gauche française était fascinée pour les moudjahidines afghans dès les années 80. Moi, j'ai toujours du mal avec... je suis parti plusieurs fois en Afghanistan, donc c'est un terrain que je connais très bien depuis la fin des années 80. J'ai arrêté d'aller quand M. Google risquait de me trahir parce que les gens, du coup, tapaient votre nom sur ce formidable outil moteur de recherche et voyaient vos œuvres passer. Donc ça devenait de plus en plus risqué. Commençait à dire, oh là là, attention, le film, on a vu, vous avez un livre, le titre, il est bizarre. Et donc là, j'ai arrêté d'y aller, forcément, parce que ça risquait, je risquais gros. Mais j'ai été à 7 reprises dans ce pays. Je peux vous dire que quelqu'un qui admirait, alors je ne partage pas évidemment le point de vue de ceux qui l'ont assassiné. Je parle du commandant Massoud. C'était un frère musulman, c'est quelqu'un qui a fasciné une grande partie des intellectuels français et des responsables politiques. Personne ne s'est attelé à regarder parce qu'on aime le romantisme, c'est un pays de classicisme, on aime bien aussi un peu comme ça des images exotiques. Massoud, ces hommes, c'est eux qui ont réintroduit la burqa lorsqu'ils ont pris Kaboul en 1991-92. Ces hommes ont violé des femmes afghanes. Quand vous prenez les femmes afghanes qui ont vécu l'arrivée des troupes de Massoud à Kaboul au début des années 90, quand la guerre civile entre lui et Hekmatyar battait son plein, ils vous racontent ce qu'ont fait les hommes de Massoud. Les hommes de Massoud étaient quelqu'un de très intelligent, un peu là aussi comme Tariq Ramadan, probablement violeur présumé en moins, mais qui était un pur produit de l'école des frères musulmans. Le problème de l'Occident, c'est que, et notamment de la gauche, c'est qu'elle n'a jamais su compter jusqu'à 3 quand ça concerne le monde arabe. Il y a les dictateurs et les islamistes. Les autres n'existent pas. C'est-à-dire ceux qui se battent pour la laïcité, etc. En fait, c'est très raciste, là aussi. C'est très raciste. Ça, c'est un racisme de gauche dont on parle très peu. Puisqu'on va considérer qu'un maghrébin, qu'un arabe, comme on dit communément, est inapte aux valeurs universelles. Ce n'est pas possible. Une femme maghrébine, elle se bat pour porter le voile. Elle ne peut pas se battre pour l'enlever, pour s'émanciper. Une femme maghrébine ne peut pas demander à être l'égale de l'homme, puisqu'elle serait conditionnée pour être à son service exclusif, ad vitam aeternam, et à procréer, et c'est tout. Que ces grandes valeurs sont finalement pour l'Occident, ça ne peut pas être pour ces barbares ignorants. Et ça, c'est un peu une pensée induite chez beaucoup de personnalités de gauche, beaucoup d'intellectuels.
l'école Bourdieu aussi, l'école de l'excuse, c'est que j'essaye de trouver les liens qui existent dans les milieux universitaires, dans les milieux journalistiques, dans les milieux politiques, dans les milieux intellectuels, et jusqu'à, évidemment, notre époque. L'anecdote qui me concerne, c'est que très rapidement, la Sorbonne m'avait contacté il y a de cela 3 ans pour créer un module de formation continue de prévention à la radicalisation. Donc la Sorbonne vous contacte pour vous dire « Monsieur, on aimerait faire de la prévention et donc enseigner de la prévention à la radicalisation ». Je réfléchis un petit peu, je monte une équipe pluridisciplinaire. Que des noms prestigieux je monte, moi, une équipe pluridisciplinaire. Il me donne le module à moi tout seul, je dis non, je vais quand même ramener du poids lourd. Donc je ramène Marc Trévidic, Béatrice Brugère, des gens de très haut niveau qui ont passé leur vie à travailler sur la radicalisation. Et j'anime tout ça, donc je coordonne tout ça. Moi, je prends un aspect sur l'histoire de l'islam politique, sur évidemment l'histoire des mouvements islamistes contemporains, etc. Et en gros, après 2 ans de travail comme ça, bénévolement, pour préparer, une semaine avant le début des cours, une intersyndicale se constitue et ils vont faire pression sur le président de l'université qui va annuler cette formation. Et moi, je vais la prendre 3 jours avant. Voilà la réalité de l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme, c'est Mélenchon qui va manifester aux côtés du CCIF, dont on sait depuis un moment qu'ils sont dans une logique de destruction de la société française. Quand ce pauvre Hervé Cornara, et je rappelle sa mémoire parce que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé, Hervé Cornara est un chef d'entreprise qui a été décapité en Isère par son employé. Au moment où ce pauvre Hervé Cornara est décapité dans son entreprise, le CCIF fait un communiqué, je le cite de mémoire, qui dit « cet acte est banal », en substance, qui dit « cet acte est banal, il y en a d'autres partout dans le monde, il faut s'inquiéter de ce qu'il va générer comme islamophobie dans la société française ». En gros, il refuse de condamner un acte qui vient de se produire et il condamne une hypothétique réaction de la société française. Et ça, c'est les amis de Mélenchon. Donc, moi, je suis d'autant plus à l'aise que la gauche, c'est une idée qui n'appartient à personne. Quand j'étais en Algérie, c'est les idées de gauche qui m'ont bercé, qui m'ont structuré. Historiquement, les idées de gauche ont été portées par... Les idées que je défends ont été portées par la gauche historiquement. Beaucoup, en tout cas. La laïcité, la liberté, pas la liberté de conscience, mais je dirais une certaine irrévérence à l'égard des religions. La droite est beaucoup plus bigote, on ne va pas se mentir. Moi, j'ai été structuré par une pensée de gauche qui m'a appris à envoyer balader, je suis poli, à envoyer balader les religions. Les religions. Je respecte les gens pour leurs croyances et je respecte l'altérité. Je n'ai aucun respect à opposer et aucune, je n'ai pas à mettre un genou par terre pour une croyance, quelle qu'elle soit. Que ce soit le judaïsme, le catholicisme, l'islam, le bouddhisme, le communisme, le capitalisme, il n'y a aucune pensée qui fera me mettre un genou à terre. Sauf si j'ai mal à la cheville. C'est tout ce qui pourra me faire mettre un genou à terre. Bien, vous avez droit si vous répondez aussi longuement, on n'aura pas beaucoup de questions. Alors, madame. Je vais être très court. Oui. Allez-y. La kafala. Alors, très vite, il y a une adaptation. La kafala n'est pas forcément islamiste. Hein. Donc là aussi, il faut faire... Oui. Oui, on parle de 2 choses. C'est-à-dire que la kafala n'est pas une pratique islamiste, c'est une pratique musulmane. C'est important de le dire. C'est une pratique à la fois, je dirais, qui est dans le droit de certains pays musulmans, notamment ceux avec lesquels on a un contact, et qui a, je dirais, qui est inscrit dans le... Donc ce qu'a fait le droit français, c'est adapter d'une certaine façon
si j'ai bien compris le texte, adapter une réalité qui est inscrite dans le droit de certains pays avec lesquels la France a des accords en matière d'adoption, l'adapter au droit français. Bon. Franchement, je ne vous ai pas donné l'impression que je me défilais. Est-ce que vous m'en voudrez si je vous dis « je ne sais pas ». Je n'ai pas assez réfléchi à la question. Mais j'aime pas avoir réponse à tout. C'est-à-dire que là, pour le coup, vraiment, je n'ai pas assez travaillé le sujet. Et vous me donnez, je vous remercie, une idée pour peut-être approfondir la question. Mais je n'ai pas envie parce que je dénonçais tout à l'heure le Yaka Faucon, vous savez, le feu brûle et tout, et c'est pas bien. Et je ne veux pas non plus rentrer dans ce piège. J'aime bien répondre sur des sujets que je maîtrise totalement. Comment ? Oui, mais permettez-moi, madame, si nos organisateurs, que nous aimons beaucoup, et monsieur le maire m'invite l'année prochaine, je vous assure que je viendrai avec une réponse. Mais moi je ne voudrais pas... j'ai toujours pas compris ce dont il s'agissait. Hein. Ah, c'est... et bon journaliste, bravo. C'est une disposition légale dans le monde musulman qui se substitue à l'adoption. C'est-à-dire que l'adoption en islam est interdite. L'adoption telle que l'entend le droit français est interdite. Alors il y a une raison. Hein. C'est-à-dire que dans la logique, il y a toujours, vous savez, dans le droit, il y a toujours une philosophie derrière. Quand le droit est bien fait, il y a toujours une raison. C'est pas... Dans les canons islamiques, on considère que la personne qui n'est pas issue du couple qui l'adopte doit garder d'une certaine façon la possibilité de connaître sa filiation pour qu'il n'y ait pas de mariage incestueux, enfin de relations incestueuses, consanguines, enfin pas consanguines, parce que la consanguinité, mais incestueuses surtout, ou alors avec un ascendant, ou enfin tous ceux qui... Et par conséquent, le droit musulman interdit l'adoption comme l'entend le droit français. Et cette kafala, c'est sa traduction exacte, ça serait presque un tutorat, en fait. Ça veut dire, si je devais transposer, vous n'êtes pas le père, vous êtes le tuteur de la personne. Et en fait, cette disposition islamique a été transposée au droit français, c'est-à-dire que quand les pays maghrébins permettent à un orphelin d'être adopté, dans notre logique, par des familles françaises, il est sous le régime, non ? Bien. Ah d'accord, vous avez vu, oui. Je ne vous ai pas menti, j'ai pas de connaissances très fines sur le sujet. On a compris ce dont il s'agissait. Une dernière question. Non, ça ne va pas être possible. Monsieur hein? Depuis quelques années, merci, parce que c'est une question importante que j'aurais pu inclure aussi dans mes propositions éventuelles. Le lien entre le monde de la délinquance et l'islam politique et le terrorisme s'est confirmé en France, en tout cas, à partir de la fin des années 90, début des années 2000. La génération à laquelle on fait face aujourd'hui est une génération qui est de moins en moins, paradoxalement, de moins en moins islamiste. Je vous explique. La première génération du djihad, celle qu'on a vue en Afghanistan durant les années 80, c'était des gens qui, pour la plupart, ils avaient leur idéologie, bien sûr, le salafisme, avaient suivi des cours de formation, étaient assez connaissants, assez sachants de leur idéologie. Ils connaissaient suffisamment bien leur idéologie, ils connaissaient suffisamment le salafisme pour ceux qui étaient salafistes, ils connaissaient suffisamment la pensée des frères musulmans pour ceux qui étaient frères musulmans.
parfois, il conjuguait une formation scientifique avec une formation théologique ou même qu'ils étaient autodidactes en islamologie, mais en tout cas, il y avait du bagage. Quelqu'un comme Ayman al-Zawahiri, par exemple, l'actuel chef d'Al-Qaïda qui a rejoint le djihadisme au début des années 80, est médecin. Ben Laden a fait des études d'ingénieur, mais avec, beaucoup d'autres. L'un des auteurs, enfin le chef du commando des attentats du 11 septembre, était architecte, Mohamed Atta. Et donc, ils avaient aussi un certain bagage, un bagage scientifique universitaire et une connaissance de leur dogme, de leur doctrine. On a eu ensuite une deuxième génération, celle des enfants d'Al-Qaïda, recrutés à partir du milieu des années 90 et qui ont été un peu les remugles ou les conséquences de la guerre afghane. Et on a créé beaucoup de gens des quartiers populaires en Bosnie, en Tchétchénie, en Algérie, tous ces pays qui ont eu affaire au terrorisme après la guerre en Afghanistan. Et là, il y avait une déperdition, c'est-à-dire que ce qui était recherché, c'était plus la qualité, c'était la quantité, entre guillemets, des moudjahidines. Et progressivement, cette quête de la quantité a pris le dessus sur la qualité dans les milieux djihadistes. Et un jour, il y a plusieurs idéologues ont commencé à dire, vous savez que lorsque vous vivez en Occident, vous n'êtes pas tenu à avoir la même éthique que lorsque vous vivez dans une société musulmane. Par exemple, si vous vendez de la drogue et que vous vendez la drogue uniquement à des non-musulmans, vous pouvez vendre de la drogue à condition qu'une partie de votre produit serve la cause musulmane. Je cite. Donc les islamistes ont commencé à attirer des trafiquants de drogue, des braqueurs de banques, et on arrive à la troisième génération du djihad, qui est illustrée par des gens comme Mera, comme Kouachi, des débiles profonds. Les frères Kouachi, moi je les ai rencontrés en 2004 parce que j'avais fait une enquête sur la cellule du 19e arrondissement. Tous les membres de la cellule du 19e arrondissement, alors leur gourou qui avait à l'époque une vingtaine d'années, Farid Benietou, qui est un abruti fini, qui avait juste une connaissance d'un dogme que lui avait transmis son beau-frère, Youssef Zemouri, qui était un membre du GSPC algérien. Et ces membres de la cellule du 19e arrondissement étaient plus, comme on dit communément, des petites frappes, qui sont devenus par la suite les frères Al-Hakim, de grands noms dans la galaxie djihadiste. Et de fil en aiguille, on va avoir cette déperdition, c'est-à-dire qu'au départ, on avait des djihadistes qui étaient 100% islamistes. Dans la deuxième génération, c'était des djihadistes à 50% et délinquants à 50%. Aujourd'hui, ce sont des délinquants à 95%, islamistes à 5%. Je vous fais ces images un petit peu pour que vous compreniez. La culture, ou le pensum, ou je dirais la rhétorique islamiste a pris le dessus et a pu séduire le monde de la délinquance, notamment en prison. On a vu, à partir des années 2000, un phénomène en France où les prisons françaises sont devenues des ateliers de fabrication d'aspirants djihadistes. C'est-à-dire que les types rentraient comme petits délinquants et ressortaient comme djihadistes, en tout cas voulant en découdre, très impactés par la pensée djihadiste. Là, les procès que je suis en train de suivre, ceux des auteurs, enfin des complices de Koulibaly par exemple, mais vous aurez vu les phénomènes. Vous dites c'est pas possible. En fait, déjà, d'ailleurs, c'est leur ligne de défense. C'est dire, mais nous, monsieur le Président, en cour d'assises, on est juste des voyous. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils théâtralisent et ils se caricaturent eux-mêmes. Ils parlent comme des voyous. Oh, vas-y, oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me parles comme ça et tout? Donc, c'est pas du tout la rhétorique des islamistes. Et alors, je vous passe les vulgarités, les insultes entre eux. Et cette attitude-là est devenue une ligne de défense. Et donc, il faudra, c'est là où il faudra être vigilant, parce qu'il y a de la pédagogie à faire. Il faudrait que nos juges puissent comprendre, et là, je ne parle pas de ceux qui sont militants, mais ceux qui, de bonne foi, pourraient mais ça concerne les élus, dans la compréhension de ce qu'on a en face. Aujourd'hui, on a des militants, et dans la détection, ça va poser de vrais problèmes, qui sont en fait des militants totalement invisibles, qui ne vont pas à la mosquée,
qui ne fréquentent pas les lieux de culte, qui ne parlent pas religion, qui parlent business, drogue, braquage, trafic dans tout genre, etc., et qui sont fortement impactés par l'idéologie islamiste. Et ceux-là peuvent passer à l'acte. Donc, le lien entre la délinquance et le monde de l'islamisme est évident. Où est-ce qu'on le retrouve? Dans les ghettos ethno-religieux. Bien, mesdames, messieurs, je vais répondre à votre frustration. Nous allons maintenant signer le livre. Mohamed Sifawi va signer son livre. Vous pouvez lui poser les questions que vous voulez. Et comme notre salon de l'histoire est très lié à l'actualité, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui sont intéressés et qui n'ont pas pu poser toutes les questions. Il reviendra dimanche après-midi pour une conférence que nous rajoutons où on pourra à nouveau parler de ces problèmes. Vous pourrez poser les questions que vous n'avez pas pu poser ce soir. Merci de votre présence et bon week-end.